va laisser la parole à Maître Jean-Louis Bory, qui va nous expliquer le côté juridique. Pas seulement juridique. Juridique d'abord, mais je crois que le combat des avocats du SAF et le mien peut-être en particulier, c'est aussi le combat du mouvement syndical depuis des années. C'est-à-dire que depuis, on va dire 35 ans, on a été élevé au biberon syndical et on a appris que dans le combat juridique, on pouvait, à notre modeste place, aider à la construction d'un rapport de force. Je dis à notre modeste place, c'est-à-dire contribuer, non pas remplacer la mobilisation des gens dans les entreprises, mais peut-être que par les actions qu'on pouvait mener, notamment les actions de retardement, on pouvait permettre la construction de solutions alternatives aux fermetures, tu l'as dit, d'amélioration des mesures, des plans sociaux ou des plans de soutien d'emploi. J'ai, moi, ce privilège d'avoir, effectivement, ces 35 ans d'expérience et d'avoir vu évoluer le Code du travail au fil à la fois des interventions législatives, mais aussi des décisions, il faut le dire, de la Cour de cassation, des décisions des juges, menées dans des conflits exemplaires d'ailleurs. Les juges, vous savez, ils sont assez souvent sensibles, ils ne le disent pas bien sûr, puisqu'ils analysent les choses à l'aune du Code du travail, et en principe uniquement à l'aune du Code du travail, mais ils sont sensibles aux situations individuelles et aux rapports de force qui se créent. Quand sur la mairie de Riom, il y a une banderole non au licenciement des salariés de Cooper Sécurité, les juges de la Cour d'appel, ils y passent tous les jours. Quand ils voient les choses se construire, ils apprécient le Code du travail, peut-être différemment, justement à l'aune de ce qu'ils ont et de ce qu'ils vivent tous les jours. Il y a toujours une interaction, moi j'en suis intimement convaincu, entre ce qui se passe au niveau judiciaire et le rapport de force qu'on peut créer, souvent et parfois dans la rue. Le projet de loi, c'est vrai que c'est une régression. Alors ça va peut-être nous rajeunir. On va se dire que c'est des combats nouveaux et procéduraux qu'on va mettre en place pour essayer de déceler les failles. J'optimise, et déceler les failles dans le projet de loi et éventuellement, au travers des quelques amendements peut-être qui auront été votés par le Parlement, essayer de faire évoluer les choses. Mais je crois quand même que si le texte passe tel qu'il est, et moi je travaille sur le projet de loi parce que j'ai pas de légitimité syndicale. Je n'ai pas de légitimité syndicale à contester les signatures des uns ou des autres. Je pars du point de vue qui est le mien, qui est du point de vue de praticien de droit du travail et de constructeur, en partie avec vous, des jurisprudences favorables aux salariés. Je suis d'accord avec toi. C'est plus 30 ans de régression. C'est 30 ans d'évolution législative d'un côté, puis de victoire judiciaire de l'autre. Et ça part, on est d'accord aussi, du postulat selon lequel il faudrait plus facilement licencier pour embaucher plus, ce qui est une absurdité absolue. On est d'accord, c'est le marché qui crée l'emploi, et c'est le besoin qui crée l'emploi, et c'est certainement pas la possibilité de rompre les contrats de travail. Le droit du travail, en principe, il est protecteur, il est protecteur du faible contre le fort. Le contrat de travail, c'est pas un contrat que les gens négocient. Un salarié ne négocie pas son contrat de travail, il signe en bas, parce qu'il a le choix entre ça et ne pas être embauché. On a assisté sur le terrain qui m'intéresse peut-être le plus et qui est le plus impacté, je crois, par l'accord, à une évolution importante. Moi, j'ai connu à la fac la loi de 75 sur les licenciements économiques. J'ai connu les autorisations administratives de licencier. J'ai connu les autorisations implicites depuis 15 jours. On a envoyé des tonnes de demandes d'autorisation à l'inspection du travail et on lui demandait d'avoir les moyens qu'il n'avait pas, de regarder s'il n'y a pas de réponse dans les 15 jours, notamment pour les licenciements individuels. C'était des licenciements qui étaient validés et qui ne pouvaient pas être contestés devant le juge. Parce que dans ce bon sens de pays, on a toujours cette séparation des juridictions. Pour ma part, j'y suis opposé. J'en vois de moins en moins la justification entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Pour faire simple, dès lors qu'il y a une décision de l'autorité administrative, de l'administration, le juge judiciaire, le juge qu'on a ici, il ne peut pas en connaître. C'est donc uniquement le juge administratif. Donc ça crée à l'époque un écran entre le salarié et la décision de licencier. Il y avait une étape intermédiaire, c'était la décision
de l'inspecteur du travail, la décision implicite, qui lui permettait qui nous amenait à aller devant le tribunal administratif, lequel devait statuer dans des délais très brefs, et puis s'il ne statuait pas dans les délais très brefs, ça montait, à l'époque il y avait le cours administratif d'appel, directement devant le Conseil d'État. En bref, c'était jamais jugé, ou quand c'était jugé, c'était par des considérants tout à fait arbitraires. C'est à ça qu'on veut revenir aujourd'hui. Le MEDEF, dans le projet initial, sauf erreur, parlait même d'un bloc de compétences administratives. Il a reculé un petit peu là-dessus, mais ce qui intervient entre le licenciement et entre la décision de licenciement, c'est une décision, non pas de l'inspecteur du travail, qui lui quand même bénéficie d'un minimum d'indépendance par son statut et les conventions de l'OIT, mais c'est le directeur du travail, qui n'a pas la même indépendance fonctionnelle et qui est un fonctionnaire qui est effectivement dépendant du pouvoir. Alors, la CGT avait crié en 86 quand Chirac, sauf erreur, a supprimé l'autorisation administrative de licencier. Parce que même si cette autorisation administrative de licencier empêchait de contester le licenciement, c'était quand même, dans certains cas, notamment sur le licenciement collectif, un minimum de contrôle par les autorités publiques. Et puis en 89, au gouvernement Rocard, est arrivée une définition légale du licenciement économique, avec des textes du Code du travail qui nous disent que l'employeur ne peut pas licencier s'il n'a pas au préalable recherché le reclassement interne du salarié, qui a défini le mode économique, le motif économique du licenciement. Et ces textes de loi de 89 ont été repris parce qu'il y a eu des combats sur le terrain et des combats judiciaires par la Cour de cassation au travers de toute une série de décisions de justice extrêmement intéressantes et qu'on a construit pas à pas depuis 89. Ça fait quand même un bail et ça vous donne à peu près une idée de la durée des combats judiciaires qu'on est amené à mener. Et la Cour de cassation, elle avait posé un certain nombre de règles. Elle avait posé un certain nombre de règles assez précises, notamment sur le contrôle et la définition du motif économique, notamment sur le contrôle et la définition des recherches de reclassement qui sont faites par l'employeur, notamment sur le contrôle et la recherche, le contrôle concret, notamment sur le critère catégorie professionnelle, des critères d'ordre de licenciement. Tout ça s'est battu en brèche. C'est-à-dire tout ce qu'on a construit, au moins depuis 1989, c'est quasiment mis à néant au profit du tribunal administratif par le biais de la technique dont Mourad vous a parlé tout à l'heure, qui est la technique de soit l'accord majoritaire, soit l'homologation de la procédure de licenciement par le direct. Et cette intervention d'une décision du directeur du travail, de la concurrence et puis des entreprises et tout ça, j'en oublie certainement, c'est un frein à l'action judiciaire, à la contestation. C'est déjà la première chose sur la nature des autorisations qui sont données et la manière dont les licenciements collectifs pour motif économique vont être demain gérés. Je revisite, si vous voulez, c'est pour ça que moi, le 13 janvier, j'ai pas dormi de la nuit, pour être net. Lorsque j'ai appris que l'accord avait été signé, je n'avais encore que la version du 20 décembre, qui est encore pire que celle qui a été signée, mais je dis, c'est pas possible. C'est pas possible d'envisager une telle régression, parce que je revisitais tous les combats judiciaires que j'ai pu mener au cours des dernières années. Je dis, aucun de ceux qui ont été menés, notamment sur les licenciements collectifs pour motif économique, ne pourrait aujourd'hui être mené de la même manière. Lorsque les salariés de Cédiver à Saint-Cyor ont vu par décision de l'actionnaire fermer l'usine et le site, il a fallu 1 an pour qu'ils y arrivent. Il a fallu 1 an où on a tenté tout. Lorsque ces mêmes salariés de Cédiver sont allés ensuite devant le Conseil de prud'homme puis devant la Cour d'appel, ils ont obtenu satisfaction, en tout cas indemnisation. On a essayé de pousser plus loin le combat judiciaire. Vous avez peut-être entendu parler de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Vivéo, qui disait que le juge judiciaire pouvait contrôler le motif économique. Ça, c'était fantastique. La Cour de cassation a fermé la porte au mois de mai de l'année dernière et a cassé l'arrêt de la Cour de Paris. Et c'était ça. C'était de dire, mais bon sang, on va dans les tribunaux ensuite pour obtenir une indemnisation de la perte de l'emploi, pour obtenir une réparation minimale. Mais ce qui est nécessaire,
c'est qu'on évite les licenciements en amont, mais bon sang, enfin c'est basique ça. Est-ce qu'il vaut mieux indemniser les blessés qu'éviter l'accident? Enfin, si on ramène ça à une logique législative, et c'est ça qu'on attendait d'un gouvernement de gauche, une disposition législative qui permette aux juges de contrôler si le motif économique, et de contrôler avant que les licenciements soient prononcés, si le motif économique était un motif sérieux, et dans un certain nombre de dossiers, je pense à l'industrie pharmaceutique, je me suis occupé du plan de MSD, il n'y a pas de motif économique, et on aurait pu les suspendre. Vous voyez aujourd'hui quelle est la nature à la fois du contrôle du juge qui va être limité au strict minimum, et des pouvoirs des comités d'entreprise pour d'abord avoir l'information, et pas seulement celle qu'on lui donne, mais aller chercher, avec l'aide de ces experts, les informations nécessaires à un avis éclairé. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Le contentieux de l'information, Dieu sait si on en faisait des référés devant le président du tribunal de grande instance, bien même avant 2004, on refusait de signer l'ordre du jour. C'est encore plus simple, mais c'était le patron qui était obligé de faire le référé pour obliger le secrétaire à signer l'ordre du jour du CE. En 2005, on a dit, le patron, il peut mettre tout seul à l'ordre du jour une question dès lors que ça concerne une consultation obligatoire. Et quand même, les experts n'ayant pas la totalité des informations, il y avait des allers-retours, on disait on n'a pas tout, il nous faut des éléments complémentaires, on va pouvoir construire une formule alternative, etc. Là, c'est fini. Tu l'as dit. 2 mois, délai préfixe. Ça veut dire qu'à partir du moment où commence la première réunion, le compteur. Donc, au bout de 2 mois, pour moins de 100, au bout de 4 mois, jusqu'à 250, terminé. Donc, vous, CE, vous n'avez pas donné votre avis, il va terminer. Absence d'avis, vos avis. L'avis est réputé donné. Les experts, d'abord, ils vont être tarifés. Et experts de CE, qui veut donner les moyens de son investigation, et dans certains cas, ils vont être à la charge du CE aussi à hauteur de 20%, pas dans tous. Mais dans certains cas, ils vont être tarifés par un tarif établi par décret, après consultation de l'Ordre national des experts comptables, peu importe, mais de quel temps disposeront-ils? Les experts auront 21 jours pour poser leurs questions et réclamer les documents. Le patron, il aura 15 jours pour répondre. Et le dépôt du rapport, il devra intervenir dans les 15 jours des réponses du patron. Allez, actuellement, comment on fonctionne? Quand on pose des questions, quand un expert de CE pose des questions, les experts efficaces, ceux qui travaillent avec les organisations syndicales, ils commencent par aller à la pêche des documents, puis quand il a une première partie de documents, tiens, ça m'intéresse, ça pourrait gratter de ce côté-là, il en demande d'autres. Ça, c'est pas prévu. C'est pas prévu, 21 jours, 15 jours, terminé, tout ça pour caler dans les 2 mois, ou dans les 3 mois, ou dans les 4 mois de la période de consultation. Le contentieux de l'information, il va basculer au juge administratif. Moi, j'en ai la conviction. Pourquoi? Le texte, je travaille sur le projet de loi, encore une fois, c'est le gouvernement, et c'est ce qui va se passer à l'Assemblée nationale qui m'importe. La loi, elle prévoit que le direct pourra être saisi, alors par les syndicats ou par le CE, on ne dit même pas par qui, d'une demande de complément d'information dans le cadre de son office de contrôle de ce que fera l'employeur. Et il aura 5 jours pour faire droit à cette demande. S'il ne répond pas, c'est qu'il refuse. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Je vais parler devant le juge des référés du tribunal de grande instance, ça va très vite, le juge des référés, en 15 jours, je peux avoir une audience, ou en tout cas une décision. Là, je vais avoir une décision administrative. Cette décision administrative, il va falloir que je la conteste devant le tribunal administratif, en faisant peut-être un référé mesure utile ou un référé de suspension. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est le juge administratif. Et puis, ça va condamner le direct à demander à l'employeur les informations que je lui réclame. Ça ne condamnera pas l'employeur à me les donner. Enfin bref, la boucle est bouclée sur cette question-là. Il n'y aura pas de contentieux sur l'information préalable. Il n'y aura pas et il y aura le contentieux postérieur contre la décision administrative qui va faire écran aux actions individuelles des salariés. Alors, on essaie de réfléchir, et puis on a travaillé sur un projet de loi, on n'a pas travaillé sur la loi finale. On peut encore, moi j'ai toujours l'espoir, qu'un certain nombre de députés qui ont des comptes à rendre à leurs électeurs, et des comptes à vous rendre à vous, disent attendez, on ne peut pas réaliser ça, et qui fassent passer un certain nombre d'amendements, mais rassurez-vous, la droite aussi va en faire passer, va essayer d'en faire passer. Et
on va se retrancher derrière, le MEDEF fait la loi, touche pas à mon accord, et c'est comme ça. Ce qui s'est passé en 2008, quand même. Et il y avait déjà dans la loi de 2008, dans l'accord national interprofessionnel de janvier 2008, qui a donné lieu à la loi de juin 2008, un certain nombre de dispositions qu'on retrouve aujourd'hui. La même chose. À l'époque, et d'ailleurs au début de la négociation c'était ça, le MEDEF nous disait, là c'est sur le terrain de l'absence de rôle du juge, le MEDEF nous disait, il va falloir qu'on réfléchisse au plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Et je crois que dans la première version de l'accord, sous ton contrôle, ça y était. On parlait de plafonnement. Là, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Les mecs. Ça ne marche pas parce que, il y a quand même un principe, il est quasiment constitutionnel, c'est quand vous êtes victime d'un préjudice, vous avez droit à la réparation de l'entier préjudice. Et donc, plafonnement, ça ne va pas avec l'entier préjudice. Donc, ils ont imaginé cette histoire, qui est terrible, parce qu'elle est beaucoup plus habile, d'indemnité transactionnelle proposée en conciliation avec le barème qu'on vient de voir, qui dans certains cas est inférieur à la loi. Licenciement abusif d'un salarié de plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10, il ne peut pas avoir moins de 6 mois. Bon. Et ben, on va lui donner 3 mois en fonction du barème qui va être édicté. On va le donner où? Ah, c'est pas le juge qui va le donner. On va le donner en conciliation. C'est-à-dire que l'employeur, il va arriver avec le chèque. Mais je le vois de plus en plus, ça. Quand je dis que c'est le juge qui fait peur, d'abord, surtout, le juge judiciaire. J'ai peur du juge. Les accords de maintien dans l'emploi, tu en as parlé. Il y a une chose qu'il faut rappeler sur les accords de maintien dans l'emploi, avant qu'on en arrive au juge, que je voudrais dire, même si c'est une parenthèse, c'est qu'il n'y aura pas que les syndicats qui vont pouvoir ou devoir signer. C'est que l'employeur pourra avoir recours à un salarié mandaté par une organisation syndicale, une adoption par voie référendaire. Attendez, c'est quoi? C'est simple. Petite boîte, pas de syndicat. L'employeur prend sa secrétaire de direction, lui dit tu vas voir la CFTC, tu te fais mandater. Et on signe un accord. Et il dit aux salariés, les gars, c'est comme ça. Vos salaires tombent à 120% du SMIC, ils ne peuvent pas descendre en dessous, tu as raison, on va modifier telle et telle chose, le tout pendant 2 ans. La loi, elle dit que l'accord doit prévoir aussi la manière dont l'employeur contribue, en baissant peut-être un petit peu sa rémunération. Ça, c'est pour le décor et la façade. L'accord doit le prévoir. La manière dont l'employeur contribuera aux accords de maintien dans l'emploi. Bon, bref, je continue. Ma secrétaire de direction affiliée à la CGC, voilà, CFTC. CGC, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une vocation catégorielle maintenant depuis la modification des statuts en décembre, pour pouvoir être représentatif s'il ne le serait pas. La CFTC, elle va signer. Et ensuite, on va faire valider ça par voie référendaire. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait 50% des salariés qui votent pour l'accord. C'est de l'accord pistolet sur la tempe. Si c'est une organisation syndicale représentative, elle va dire c'est pas possible, je ne peux pas signer ça. Il y a encore ce verrou-là. Encore plus qu'il peut y avoir la pression des salariés. Les pressions des salariés sur le délégué syndical, après tout pourri, répandu par l'employeur. Enfin, l'histoire du salarié mandaté par une organisation syndicale, c'est une vaste fumisterie, c'est effectivement des accords pistolés sur la tempe. Je continuais et je reprends sur l'évitement du juge. Je vous ai parlé du juge administratif. Bon, juge administratif, vous savez, les juges administratifs, un coup ils sont sous-préfets, un coup ils deviennent juges administratifs. Ils jugent l'administration. Une de leurs phrases favorites, c'est juger l'administration, c'est encore administrer. Donc ils ne fonctionnent pas exactement comme les juges judiciaires qui sont plus soucieux d'une analyse concrète et c'est pour ça que le MEDEF ou les juges administratifs. Le barème de conciliation, je vous l'ai dit, mais je suis désolé, mais les salariés de ces divers, je comprends toujours eux parce que c'était vraiment une belle bagarre pour moi, un grand moment de bonheur. Lorsqu'on est venu en conciliation, si l'employeur avait été malin, il aurait mis un peu moins sur le PSE et un peu plus pour prévoir les indemnités transactionnelles en conciliation. Moi, je les assistais dans ces audiences. Bon, là, il n'a rien proposé, il a dit mes licenciements ils tiennent, il n'y a pas de problème, je ne vous propose rien. Il serait arrivé avec ces 3 mois du barème, là. Je ne sais pas ce que j'aurais dit.
Qu'est-ce que je dis aux salariés, moi? Ça veut dire que le gars, il les prend, le gars ou la fille, pardon. Le salarié, il les prend, les indemnités qu'on lui propose. Et puis la boucle est bouclée. Le juge, c'est non seulement l'ennemi, mais je crois surtout c'est l'empêcheur de la rémiser. Pourquoi? C'est très simple, mais c'est très simple. Un licenciement collectif pour motif économique, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il faut déterminer à quel moment il y aura le retour sur investissement. C'est pas compliqué, on calcule le coût, on calcule l'économie, et on dit à bout de combien de temps l'économie a compensé le coût. Ça, c'est les gestions des financiers. Et le troublion là-dedans, il y en avait deux. C'était le CE, parce qu'il a fait le CE-CCE, parce qu'il maîtrisait le temps par le biais de l'information, et il pouvait effectivement ralentir la procédure. Le temps, c'est de l'argent. Et il maîtrisait, et il y en avait un deuxième empêcheur de tourner en rond, c'était le juge. Parce que lui, il modifiait le coût. C'était déjà ça avec la rupture conventionnelle, le coût il est maîtrisé, et les recours ne sont pas possibles. Et là, c'est ça. Ça veut dire que le coût du licenciement va pouvoir être mesuré avec précision. Et je le vois déjà dans les boîtes aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit les plans sociaux, je ne vais pas parler de sauvegarde de l'emploi parce que ça nous fait parler la novlangue, c'est-à-dire on utilise des mots qui veulent dire le contraire de ce qui... moi, je m'interdis maintenant. Et même partenaires sociaux, je préfère protagonistes. Mais c'est au moins plus clair. Sur cette histoire de plans sociaux, l'employeur, il y a la face immergée de l'iceberg, il met les mesures de reclassement, la cellule, l'aide à la mobilité, le congé de reclassement, etc. Et puis il ne met pas l'enveloppe cachée. L'enveloppe cachée, elle est où? Elle est dans l'indemnité transactionnelle. Elle n'est même pas toujours cachée, d'ailleurs. J'ai un contentieux sur Moulin, on discute ouvertement avec mes micros fermés, enfin micros de l'enregistreur de la séance de CE, pour faire PV ensuite, dans des négociations à côté, on discute de l'indemnité transactionnelle. C'est-à-dire comme ça, la boucle est bouclée, j'ai pas à mettre des sous sur le PSE, je les mets sur l'indemnité transactionnelle qui va me verrouiller tout ça, et comme ça je sais que les salariés ne pourront pas agir. Ils devront agir dans le délai d'1 an sur les licenciements économiques. La Cour de cassation a bien cassé le coup déjà. Parce que ce délai d'1 an, il était précédemment dans la loi. La Cour de cassation a dit non, le délai d'1 an, il ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas, à l'absence de PSE, ce qui laissait ouvert le délai de 5 ans. Il y a les prescriptions. Alors dans l'accord, mais j'ai peut-être mal lu la loi, dans l'accord, ils envisageaient 2 prescriptions. La prescription, c'est le délai pour saisir le juge. Faute de quoi, t'es foutu. Tu ne peux plus y aller. Ils envisageaient 2 délais, 36 mois pendant le cours du contrat et 24 après. Moi, dans la loi, je n'en ai vu qu'un, 24. Ce qui me laisserait penser d'ailleurs que la loi est même plus défavorable sur ce point-là au moins que l'accord, à moins qu'il y ait d'autres dispositions que je n'ai pas vu passer. Et pour saisir de quoi? Pour toute prétention dont le salarié a eu connaissance, ou à compter du moment où il en a eu connaissance, où il aurait dû en avoir connaissance. Pas seulement les licenciements, mais les rappels de salaire, les rappels de classification, etc. Attendez, il faut être clair. Dans un certain nombre d'entreprises, je pense dans les transports par exemple, on sait, tu as les heures sup, tu as la carte chauffeur routier, ou tu avais les disques de chronotachygraphe, tu gardais bien ça en réserve. Le jour où il y avait des schmaltz, dans la limite de 5 ans, tu pouvais dire, monsieur le patron, passe à la caisse, j'ai mes relevés de chronotachygraphe, il faut me les payer. Ben là non, on dit c'est à partir du moment où j'ai dû ou j'aurais dû en avoir connaissance, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, l'ardoise est effacée. Et dans les petites entreprises, c'est bien évident que lorsqu'un salarié rompt son contrat de travail, il vient nous voir, il vient voir un syndicaliste, il vient voir un avocat, on fait la checklist et on regarde tout ce qu'il y a à réclamer. Ça ne sera pas possible. Alors on a évacué, sauf en matière de discrimination, il nous reste encore ça. Et de préjudice corporel. Donc voilà, à la fois sur les aspects les plus criants, alors, j'ai pas développé sur les accords de maintien dans l'emploi, j'ai pas développé sur la mobilité, mais tout ce que tu as dit est parfaitement exact. Mais je dis, c'est le contentieux,
l'utilisation du juge comme un des moyens de construction d'un rapport de force qui disparaît. Et le Code du travail protecteur n'a plus de protecteur que ce nom. On a, mais enfin, depuis, on va dire 2004, détricoté patiemment, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, notamment sur la recodification, détricoté patiemment le Code du travail. On a détricoté comment? À mon avis, en commençant à gratter petit à petit le principe de faveur. Le principe de faveur, c'était la loi, la convention collective, l'accord d'entreprise et le contrat de travail. Et aujourd'hui, on inverse les choses. Enfin, en matière de paiement de la majoration des heures complémentaires, par exemple, il y en a des tas d'autres. Le décret, c'est 25%, et l'accord de branche, il peut descendre à 10%. Je veux dire que, donc maintenant, cette hiérarchie des normes, on l'a modifiée. Ça, c'est l'essentiel des choses qu'avaient fait les gouvernements de droite au cours des dernières années, c'est-à-dire par petites touches, de manière insidieuse, sans que ça se voie. Et là, maintenant, ça se voit. C'est un bloc intégral du Code du travail qui tombe, et puis en définitive, une des parties du Code du travail, c'est-à-dire tout ce qui tendait au recours du juge. Alors après, encore une fois, je parle de mon point de vue. C'est mon point de vue de praticien engagé en droit social, aux côtés des salariés, des syndicats, des CE. Je ne parle pas du point de vue d'un syndicat, parce que je ne suis pas. Je suis pas. Mais je m'interroge quand même sur les contreparties qui ont été obtenues. La généralisation des mutuelles. Bon, la couverture, prévoyance. Mais là, de mon point de vue à moi, mais je regarde de loin, mais je me dis, mais bon Dieu, si on veut augmenter les garanties pour tous les salariés, mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller voir la prévoyance? Il y a une sécu quand même. Si on veut étendre ça pour tout le monde, enfin ça c'est mon analyse et une suggestion personnelle, mais je me dis, mais à quoi ça sert d'étendre la prévoyance? Pourquoi faire? Pour engraisser grâce à voix, ou pour engraisser des alliances et autres parce que dans l'accord, il met des règles. Parce que dans l'accord, que dit l'accord? La loi est plus... Barthélemy est passé par derrière, la loi est un peu différente là-dessus. La loi, a priori, elle dit c'est l'employeur qui va choisir la caisse de prévoyance. Toutes les mesures, dans l'accord, c'était ça. La loi, elle est un peu plus compliquée, parce qu'à mon avis, Jacques Barthélemy et tout le lobby des assureurs, enfin des assureurs, un certain nombre qui sont passés par là. Les branches pourront, je crois encore, désigner les assureurs. Mais encore une fois, moi, je vous dis, si on veut généraliser la complémentaire, on le confie à la Sécu. D'abord, ça sera mieux géré, et en plus, ça coûtera moins cher en termes de frais de gestion. Et ça n'enrichira pas certains. Les sièges au conseil d'administration dans les grosses boîtes. Bon, d'accord, on va dérouler le tapis rouge à monsieur le membre du conseil d'administration. La portabilité de la prévoyance, on passe à 12 mois. Bon. Le congé de reclassement, vous savez que le congé de reclassement dans les grands groupes, on dit que ça sera 12 mois maxi, c'était 9 par le passé. Bon, le CSP pour les petits licenciements. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. On monte le plafond. Bon, ceux qui sont gentils, dans le monde des bisounours, avec monsieur le patron bien aimable qui veut vraiment être social, il pourra aller jusqu'à 12 mois dans le congé de reclassement. La base unique de données, moi je suis très réticent dans le projet de loi MEDEF, je lui dis tiens, c'est une bonne idée, c'est intéressant. Et puis ça remplacera une partie des rapports annuels qui sont très faits. Ça veut dire que tout va être concentré, normalisé, standardisé, puis qu'on y mettra bien que ce qu'on voudrait y mettre, et que l'expert du CE, sauf erreur dans certains cas s'il veut y bosser, enfin que le CE en paye une partie à hauteur de 20% sur son budget de fonctionnement. Donc moi je dis, je ne vois pas beaucoup d'avancées. Mais il y en a probablement. En tout cas ceux qui ont signé y croient. Voilà. Donc je dis d'un côté un certain nombre de choses qui sont présentées par certains comme des avancées, et de l'autre côté une régression fondamentale, une perte des droits, et surtout une négociation d'entreprise qui est biaisée. Les gens vont négocier avec le pistolet sur la tempe. C'est pas de sécurisation de l'emploi dont il s'agit. C'est de sécurisation des employeurs. Moi, je crois que la boucle est bouclée. Et c'est vrai que le SAF ne peut pas ne pas être aux côtés de ce qui se passe, à vos côtés, et surtout dans la mobilisation avec nos petites forces qui se préparent, tous ensemble.